je pense, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, dont ma camarade Piquécou va vous narrer la rencontre avec une graveuse émérite, géniale, fabuleuse, je veux dire Alice Amoroso. Voilà, donc j'ai rencontré Alice dans son atelier à la Villa Belleville et vous allez écouter notre entretien qui a duré à peu près une quarantaine de minutes. Bonjour Alice, Alice Amoroso. Bonjour. Voilà, donc je suis ravie de te retrouver ici à nouveau, cette fois à la Villa Belleville, pour l'émission à Racaille qui suit ton travail depuis quelques années déjà. Et notre dernière entrevue se passait à la Vache Bleue pour l'exposition Encre en septembre 2024. Tu étais aux côtés de Sophie Lutrex-Brageux, Marie-Christine Béguet et Juliette Planck. Et là, tu y avais exposé une matrice représentant Tom Handal, un martyr, un militant britannique assassiné par l'armée israélienne alors qu'il tentait de protéger des enfants. Tu es diplômée des Arts décoratifs de Paris avec les félicitations du jury. Un diplôme qui t'a permis d'obtenir une résidence à la Casa Velasquez de Madrid en janvier 2025 pour 2 mois et demi, je crois. Exact. Donc la Palestine et plus précisément la Cisjordanie aujourd'hui reste au cœur de ton travail à travers le polyptyque d'inspiration médiévale. C'est un polyptyque grand format et une gravure en taille douce. Et donc là, je suis à tes côtés dans ton lieu de résidence et pour que tu nous racontes un petit peu ce que tu as fait à la Casa Velasquez. Puis après, tu nous raconteras ton nouveau projet sur la ville de la Belleville. Bah, tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Ça me fait super plaisir de te parler à toi de ce travail parce que tous les productions que j'ai faites autour de la Palestine ont toujours été très bien valorisées par toi et je t'en suis très reconnaissante. Et donc, en effet, dans le cadre de notre sortie d'école, on a plusieurs possibilités de poursuite accompagnées par l'école avant d'être dans le grand bain de l'art contemporain, de l'illustration. On a des petits pouces et cette petite aide, ça a été la possibilité d'aller à la Casa de Velasquez, qui normalement est une structure qui accueille plutôt des artistes émergents confirmés, pour une durée de 9 mois, dans des conditions tout à fait privilégiées. Il faut s'imaginer que la Casa, c'est un grand bâtiment avec un grand jardin et des petites maisonnettes au fond du jardin, dans lequel chaque artiste a un espace, atelier et lieu de vie, et dans lequel il reste pendant quasiment 1 an, et produit. Et souvent, c'est des tournants de carrière. Voilà. Et donc, pour nous, jeunes diplômés, c'est une super opportunité d'y aller et de vivre à la fois aux côtés de ces artistes plus avancés et de chercheurs, parce que la Casa est une institution à double casquette, à la fois création mais aussi recherche. Et beaucoup de chercheurs en archéologie, en histoire de l'art. Et donc, j'ai à la fois baigné en contact de personnes du milieu d'histoire de l'art et de la création aussi. Ce qui était très important pour moi parce que comme j'ai cette approche qui s'intéresse beaucoup aux formes anciennes, et avoir ce double vivier et des échanges avec ces 2 milieux-là, ça m'a beaucoup porté. Et donc le projet que j'ai développé, c'est un projet qui poursuit tout mon travail sur les retables, mais qui s'intéresse surtout à une forme particulière de retable, parce que moi j'avoue d'emblée que je viens de l'art italien, puisque ma famille vient de Toscane et que j'ai beaucoup voyagé en Toscane, et que l'art médiéval, l'art gothique de Toscane, il est extrêmement riche et il m'a fasciné, il a forgé toute ma pratique et beaucoup ma pratique de diplôme. Mais l'année dernière, j'ai découvert toutes les productions de Catalogne et de la région d'Aragon, médiévales et gothiques, qui sont très particulières, parce qu'elles ont une structure très fixe. Et donc, c'est une structure narrative qu'il faut imaginer de très grand format, beaucoup plus qu'en Italie, avec ces panneaux centraux qui sont dédiés à un personnage, parfois 2 personnages des saints, souvent, parce qu'il y a vraiment une culture des saints, encore plus qu'en Italie, où voilà, c'est le Christ, la Vierge. Mais à l'époque médiévale, côté Catalogne, les saints ont un rôle très important. Et donc, ces retables sont toujours construits à partir de figures centrales, les saints, qui ont les histoires de leur vie sur les côtés et une petite prédelle annexe, souvent qui raconte une autre histoire, mais qu'on peut mettre en relation. Donc cette structure narrative que je trouvais vachement intéressante, parce que, en fait, avec un personnage central, des histoires de sa vie et une petite histoire annexe, on peut faire n'importe quelle histoire et des histoires super contemporaines.
Donc je m'intéressais à ces formes iconographiques et je m'intéressais aussi à leur muséographie. Parce que avant de postuler pour cette résidence à la Casa, j'ai voyagé et j'ai eu la chance d'être accueillie par le conservateur, ancien conservateur du Musée national d'art de Catalogne, qui s'appelle Rafael Cornudella, un très très gentil monsieur qui pendant 7 heures m'a fait la visite du musée de Barcelone et de la cathédrale. Et on a regardé chaque retable et donc tous les petits détails autour de cette forme de création qui déjà me passionnait. Et en le rencontrant, j'ai été frappée par la muséographie. Finalement, les œuvres, c'était incroyable de les voir en vrai parce qu'elles sont énormes. Voilà. Et en même temps, ce qui était très étonnant, c'était que la muséographie était très particulière puisque depuis 20 ans maintenant, toute cette équipe de conservateurs, de restaurateurs et de régisseurs défend l'idée de présenter les retables sur des structures métalliques où finalement on peut présenter le retable dans sa structure générale, même quand il manque des panneaux. Vous avez simplement un trou, un endroit, et vous voyez un profilé en aluminium. Donc c'est un choc très violent entre médiéval et contemporain. Avec l'idée aussi que ces structures, c'est un peu comme des puzzles, des structures de puzzle. On dévisse, et en fait on retire les panneaux. Comme ça, si jamais tel musée veut organiser une expo, on enlève la prédelle, on n'a pas besoin de démonter la structure. Et au contraire, si on arrive à acheter tel morceau qui nous manque, on sait déjà où le mettre, on a l'emplacement, il n'y aura plus qu'à revisser le panneau dessus. Donc finalement, c'est une narration qui est déconstruite, parce que les politiques ont tous, et pas qu'en Espagne, je pense beaucoup à l'Italie, ont tous subi des destructions, surtout 19e siècle. Un moment où le politique n'est plus du tout à la mode, il y a cette sacralisation du tableau individuel, qu'est-ce qu'on fait ? C'est super, une super aubaine économique, on coupe tout, puis on fait plein de pièces individuelles, on vend tout comme si c'était des panneaux. Et ça, c'est un peu la norme aujourd'hui en muséographie qui vieillit un petit peu. Je pense à d'autres musées et des collections très importantes en Italie et à Madrid aussi. Au Thyssen, par exemple, qui est un gros musée, qui a une collection richissime de provenance un peu douteuse, je l'accorde, mais qui présente des morceaux de polyptyque dans un cadre, dans une boîte qui a un cadre. Donc on a le cadre dans le cadre comme si c'était un tableau individuel. Or là, les Catalans utilisent ces structures un peu puzzle. Et d'ailleurs, ils sont très critiqués pour ça, puisque donc Madrid, Barcelone, c'est un peu la rivalité. Et à Madrid, on appelle ça une restauration, muséographie à la catalane. Et en fait, c'est super péjoratif de dire ça. C'est pour se moquer de... Ça veut dire une fausse restauration où en fait, ils remettent pas, ils recréent pas... parce que donc, à Madrid, on va combler tous les trous, on va changer les châssis en bois, on va se mettre sur des nouveaux, etc. Alors que à Barcelone et dans toute la région, ils redisposent, mais ils conservent tout ce qui est là et tout ce qui manque aussi. Donc ils assument le fait qu'il manque un panneau. D'ailleurs, autrefois, au début, c'était trop révolutionnaire, donc ils mettaient des caches pour pas qu'on voit les profilés aluminium. Et maintenant, les caches sont tombées et on voit vraiment ces panneaux de retable sur des structures en métal. Et je trouvais que cette muséographie, elle racontait vraiment une histoire en morceaux. Et ça pouvait s'appliquer aussi à des histoires contemporaines qui sont en morceaux. Et le fait de recomposer un retable, je me disais, mais finalement, c'est super intéressant parce qu'en dispositif d'art contemporain, si on recomposait des histoires, on a plein de panneaux, on peut les recomposer aussi, sachant que dans de nombreux cas, les retables ont été mal recomposés. Et aujourd'hui, sont toujours présentés dans des compositions un peu aléatoires qui ont été faites il y a plus d'un siècle et qui racontent une autre histoire parce qu'on a mis des panneaux qui viennent d'un autre table et en fait, on a un peu tout mixé. Donc l'idée, c'était de partir de cette logique de décomposition, recomposition d'une histoire à partir d'une situation contemporaine qui est la vie aujourd'hui en Cisjordanie et l'affrontement entre une population locale palestinienne et l'implantation de colonies israéliennes. Donc je voulais reprendre la même structure, donc des protagonistes, des histoires latérales, une près d'elle, et en même temps jouer sur le fait que le public sera invité, et a été invité au moment de la restitution, à manipuler les pièces. Donc je donnais des gants, tout le monde mettait des gants, et replaçait les pièces comme il voulait. Sachant que sur cette logique
sur cette trame narrative, ça change beaucoup de choses que de mettre par exemple 2 Palestiniens au centre ou bien 2 colons au centre. Et de la même façon, l'idée c'était de présenter une histoire où de toute façon c'est orienté. Le public, on ne peut pas raconter cette histoire de façon objective. Le public fait les choix, qui sont des choix politiques et éthiques, de l'histoire orientée qu'il veut raconter. Mais il ne pourra pas raconter que l'histoire de la population palestinienne, ni que l'histoire des Israéliens implantés sur les colonies. Il est de toute façon obligé de faire cohabiter, en tout cas exister à côté, ces 2 images. Et comment fait-on? Quelles sont les images qu'on garde? Quelles sont les images qu'on laisse? Et faut imaginer donc que ce sont des questions qui se posent surtout parce que les images sont construites en binôme, plus ou moins. Donc par exemple, on a l'eau, la question de l'eau du côté des colonies, où l'accès à l'eau, il est beaucoup plus facile. L'eau, il n'y a pas de manque d'eau. Enfin, en tout cas, il y a des manques peut-être, mais pas du tout comme le manque d'eau pour les Palestiniens. Et donc il y a des images d'un bain dans une colonie et les images d'une femme qui est avec son enfant et qui tire de l'eau dans une petite bouteille de coca à l'autre bout de la ville parce qu'elle n'a pas accès à l'eau. De la même façon, il y a des images avec des familles côté israélien, enfin côté colonie, pas côté israélien, côté colonie, et une famille côté ville palestinienne. Et la question de l'animal, le rapport à l'animal dans les colonies, parce que je travaille seulement avec des images d'archives, et en regardant ces énormes bases de données sur Internet, je me rendais compte que dans les colonies, il y a une présence récurrente du cheval. Et je trouvais que c'était pas un hasard, parce que le cheval, c'est vraiment le cheval du colon. Enfin, c'est l'image qu'on a de conquérir un territoire, puisqu'il s'agit d'une question de contrôle d'un espace par la présence et par la natalité, parce que c'est aussi une histoire de famille, s'implanter, faire des enfants, enfin, vivre, faire naître et s'agrandir sur un territoire. Donc il y a le cheval des colons en haut et la présence d'animaux de la ferme plutôt dans un village bédouin du côté palestinien. Et de la même façon, la construction, destruction. Là, dans la prédelle, il y a une scène avec un bulldozer qui détruit une maison palestinienne. Et là, tu vois, cette deuxième image, c'est la construction d'une colonie avec tous les panneaux de vente d'un super beau bâtiment, etc. Du projet d'une nouvelle colonie qui s'ouvre. Donc oui, j'avais lu que dans ta présentation qu'en fait tu t'inspirais donc de photos, que sur un sujet par exemple, je pense à cette femme qui est assise avec cette soldate et cette pelleteuse à qui détruit tout, qu'en fait tu as plusieurs images et que tu reconstruis une image à partir de plusieurs photos, quoi. Oui, là tu peux voir, j'ai exposé au mur 2 exemples. En effet, donc cette image-là, elle est particulièrement significative du travail que j'ai fait, parce que j'ai travaillé donc sur des images directement de photographes. J'essayais de ne pas passer par les journaux, parce que je me rendais compte que les journaux aussi, tout le monde sait que les images sont orientées, et ça fait partie de toute image orientée, les journaux encore plus, parce que sur une même scène, ils ont 5 images et ils vont retenir un cadrage particulier. En allant sur des bases de données, où les photographes postent toutes les images qu'ils ont, sur un même événement, un même jour, à quelques minutes d'écart, il y a plusieurs images qui sont produites. Et là, moi, j'ai essayé d'extraire des images en réfléchissant à ce que la composition raconte aussi implicitement. Je pense à l'image du checkpoint qui est en bas. Moi, j'avais 3 images à ma disposition sur ce même checkpoint, même cadrage, mais en fait, il y avait des Palestiniennes qui passaient. Et donc, le photographe prenait en photo qui passait. Et donc, il y avait à la fois un homme infirme qui était vraiment estropié, le vieux monsieur, voilà, vulnérabilité, etc. Une femme qui passait, mais qui avait la tête totalement courbée, on aurait dit vraiment une position de soumission, etc. Et cette image d'une femme qui a son super sac à main et ses lunettes de soleil. Et je trouvais que ça, c'était une image que j'aimais beaucoup plus, parce que c'était une femme qui passe, qui ne regarde pas le checkpoint, elle ne regarde pas le soldat, mais elle a cette force d'intérieur, en fait, qui est la force qui fait que ces populations sont maltraitées continuellement tous les jours, et en fait ils ont une force intérieure qui leur permet de continuer à vivre, et c'est ça le combat, c'est vivre encore. Et je trouvais que cette image était
plus juste par rapport au regard qu'on peut porter sur les Palestiniens et les Palestiniennes. Et d'autres images, c'est pas des choix de cadrage, mais c'est des recompositions sur la destruction de la maison. Là, tu vois le dessin préparatoire et les 3 images d'archives que j'ai utilisées. C'est une scène qui est vraiment récurrente parce que des destructions, il y en a tous les jours. Mais sachant que j'ai un format imposé, il y avait plusieurs personnages à placer. Je voulais placer une Palestinienne, un soldat, et j'ai choisi de placer une femme parce que je trouve que c'est pas juste de représenter que des hommes, c'est pas vrai, il y a aussi des soldats, et le bulldozer qui détruit une maison. Mais sur l'image du bas, on voyait bien cette femme, sachant qu'il y a un problème de la complexité de cette scène, c'est le regard. Parce que la femme qui regarde la destruction de la maison, on voit la femme mais on voit pas la maison. Donc j'ai trouvé une imbrication où on voyait tout le monde en même temps. Donc avec cette femme qui est au premier plan, la soldate, j'ai choisi une femme qui regarde dans l'autre direction parce que je trouvais que c'était significatif d'un ne pas voir, plus juste. Ni voir la Palestinienne, ni voir la destruction. Voilà, on regarde pas en fait, il n'y a rien à voir. On est là, on tient position et on réfléchit pas à ce qui se passe. Et ce bulldozer derrière, sachant que sur l'image de la soldate, j'avais bien un bulldozer, puisque en effet, l'image d'origine, elle ne regarde pas ce qui se passe, mais il était très droit. Et on ne voyait pas le mouvement de destruction. Donc j'ai choisi une autre image où le bulldozer est en diagonale, parce que je trouvais que ça rendait mieux hommage. Ça mettait mieux en valeur l'action et le mouvement de destruction. Et en plus, sur cette image, il y avait un homme, un tout petit, qui prenait en photo le bulldozer en train de détruire. Et dans ce travail en particulier, j'ai beaucoup réfléchi à l'image dans l'image, l'image de la photo, parce que la photo et le film, c'est les seules armes de résistance par rapport à ce qui se passe. Et c'est aussi une question que se posaient beaucoup les peintres médiévaux, où ils passent leur temps à représenter des retables dans le retable. Et c'est super drôle, la mise en scène, parfois c'est le même retable. C'est le retable final qui est représenté en petit dans le retable. Et je trouvais que la question de l'image dans l'image, c'est une question qui traverse tout l'art contemporain, mais pas que en fait. Il traverse aussi toute l'histoire de l'art en général, et je trouvais que c'était une question à réaborder à l'ère de l'image numérique et l'image photographique. Et une autre image que j'ai choisi de montrer donc dans la façon de construire, c'est l'image du réveil nocturne. C'est une scène qui m'a été conseillée par un anthropologue. Donc, j'ai contacté un anthropologue en lui disant moi je réfléchis à ça, toi tu as fait un terrain en Cisjordanie, si tu devais me conseiller des images, qu'est-ce que tu me dirais? Parce que moi je veux représenter ça, et lui forcément il l'a vécu là-bas et il était omnibulé par la violence. Il me disait non mais il faut représenter des images violentes, tu peux pas me passer à côté de ça, ce qui est vrai. Et dans les images aussi que tu dois montrer des choses qu'on ne voit pas, et c'est le fait par exemple que l'armée israélienne passe son temps à s'introduire dans les maisons, à réveiller les enfants quand ils dorment, à leur demander de se lever, des petits-enfants qui ont entre 5 et 7 ans, à les prendre en photo avec un énorme flash braqué sur le visage. Et ces enfants, ils sont terrorisés parce qu'ils ne comprennent pas. En fait, ça ne sert à rien. En fait. Déjà, c'est pas légal, on ne peut pas prendre en photo quelqu'un sans son autorisation, encore moins un mineur. Mais en plus de ça, la finalité, c'est de faire peur et d'habituer ces enfants petits à avoir peur du soldat. Parce que grands, ils se rebelleront moins. Ils auront plus de scrupules à s'attaquer à l'occupation. Et donc, c'est une scène à la fois qui est récurrente, parce qu'elle intervient de nombreuses fois, mais elle est aussi totalement occultée, parce qu'en intervenant entre minuit et 1h du matin, il y a très peu de chances que quelqu'un le voie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été filmée 2 fois. En tout cas, moi, j'ai retrouvé 2 films par l'association B'Tselem. Ce sont des volontaires qui vont en Cisjordanie et qui documentent tous les manquements aux droits humains, des phénomènes de maltraitance de la population, etc. Et en l'occurrence, ces volontaires étaient logés dans 2 maisons à 2 reprises, à 3 ans d'intervalle. Donc on voit bien que les procédés, c'est pas... Alors sûrement qu'il y a eu un moment où ça a été mis en place, mais c'est régulier sur plusieurs années. Et donc j'ai choisi de montrer cette scène à partir de 2 vidéos que j'avais, mais il faut imaginer que c'est filmé
n'importe comment, enfin c'est normal, on voit rien, tout est flou, la caméra bouge, etc. Donc pour montrer cet événement qui advient réellement, j'ai dû recomposer une image à partir de ces 2 vidéos. Donc j'ai créé une image qui est une image bricolée, mais qui représente quelque chose qui se passe vraiment. Et ça aussi, c'était une partie de mon travail voilà. Ben, je ne connaissais pas la photographie. Je savais qu'ils arrivaient en pleine nuit, ils les embarquaient, les frères et tout ça, qui faisait peur à tout le monde, que tout le monde criait, qu'il y avait une terreur dans la maison, mais qui prennent en photo, effectivement. Là, je sais aujourd'hui, sur ce qui se passe à Gaza, qu'ils photographient comme un peu des trophées sur ce qu'ils récupèrent. Oui. Mais voilà, j'apprends. Ben, c'est des images qui datent, je crois, de 2015-2018, donc c'est quand même assez ancien. Et dans la vidéo, c'est assez bouleversant parce qu'on voit la réaction de l'enfant après. Et donc on voit l'effet que cette action produit sur lui. Et l'enfant, il hurle, il pleure, il est terrorisé, il se cache sous ses couvertures. Et c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on pourrait croire à première vue parce que c'est des enfants qui sont tout petits. Et voilà. Donc ce projet, c'est aussi un défi technique en gravure parce que j'ai essayé de rendre toutes les nuances et les valeurs qui habitent normalement mon travail, mais en plus de représenter les sols granuleux et d'opposer les sols granuleux qui sont des sols de cailloux et de gravier aux sols de routes goudronnées, parce que tous ces petits éléments en fait ils définissent aussi de quel côté on est. Et donc c'est un travail d'eau forte, d'aquatinte, où j'ai fait des tirages comme n'importe quel graveur l'aurait fait, sur papier, voilà, les règles de la gravure sont respectées, et je les montre aussi. Mais la finalité du projet, c'est d'utiliser ces plaques dans lesquelles l'image n'est pas juste sur un support fragile comme le papier, mais a cette matérialité et ce côté imposant aussi du métal, du cuivre, qui brille, qui prend la lumière, etc. Et qui peut retranscrire quand donc, la plaque est ancrée et vernie. C'est un vernis transparent en fait, qui fixe, qui essaye d'éviter les oxydations. Et donc l'image se voit comme sur un tirage, mais sur un support de matrice. On est dans ton atelier à la Belleville. Et effectivement, c'est un très bel atelier. Hein, il y a une belle hauteur de plafond, il y a une belle lumière. Et donc, on est assise face à ce travail. Donc, est-ce que tu peux décrire comment tu l'as composé, comment tu as fixé un petit peu tout ça? Donc, après cette visite au musée, au MANAC, donc le musée de Barcelone,
je voulais vraiment que cette présence du métal industriel et de l'image soit reproduite dans ma pièce. Donc j'ai travaillé sur des plans pour reconstruire une même structure avec exactement les mêmes profilés aluminium qui sont utilisés dans ces musées. Il faut vous imaginer que je me suis plongée dans le catalan, à lire tous ces articles. Bon, laborieusement, je comprenais, mais c'était pas évident, à trouver ces sociétés qui fabriquent ces profilés, à faire tous les métrages, parce que ces profilés, ils sont standardisés. C'est des espèces de carrés, de barres carrées, dans lesquelles il y a une fente, où on peut mettre un boulon et une vis. Cette fente, elle est sur les 4 côtés, et ils font 4,5 cm. Et donc, pour construire toute cette structure qui doit tenir, je suis partie vraiment sur un plan que j'essaie de respecter au plus possible, dans l'idée qu'un jour, j'achèterai ces profilés et je recréerai vraiment le support du retable. Sachant que c'est déjà un peu une demi-folie de la part de ces régisseurs, puisque ces mêmes profilés sont utilisés dans l'industrie, pour les chariots d'hôpitaux, etc. Et un jour, il y a un monsieur que j'ai ensuite rencontré dans ma résidence, lors de ma résidence, qui allait voir ses fournisseurs en leur disant « Mais moi, je vais faire la même chose pour des retables médiévaux. » Il faut imaginer que l'entreprise lui a ri au nez en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel illumineux ?» Mais en fait, il l'a vraiment fait. Et tous les retables médiévaux en Catalogne, et seulement dans cette zone-là, un peu aussi côté français, de l'autre côté des Pyrénées, parce que en fait, c'est la même équipe qui va de l'autre côté de la frontière et qui installe ses profilés. Donc c'est vraiment comme ça. J'ai travaillé sur cette structure que je n'ai pas... j'ai dessiné les contours des profilés, je ne les ai pas emmenés en Espagne, puis ramenés à Paris, c'était trop compliqué. Mais en revanche, j'ai construit les rails, cette espèce de cornières sur lesquelles les panneaux, les plaques en métal sont posées. Et pour la structure, j'ai vraiment repris la structure iconographique des retables de Catalogne, à l'époque médiévale. Donc l'après-d'elle, c'est que des scènes de confrontation où les deux populations, israéliennes et palestiniennes, sont dans le même espace. Ce qui ne veut pas dire qu'elles se voient. Il y a plein de scènes où elles ne se regardent pas. Je parlais du checkpoint par exemple. Mais il y a des scènes aussi où il y a une solidarité. Je pense à la scène des activistes qui est dans le coin. Ce sont des Israéliens qui ne vivent pas dans les colonies, mais qui viennent soutenir la population palestinienne devant les tribunaux israéliens, notamment lors de procès de spoliation que la population palestinienne a ensuite perdu. Donc cette idée aussi que il y a pas, c'est pas seulement l'un contre l'autre, mais il y a des moments où il y a des personnes qui sont solidaires, ou des scènes au contraire où là il y a vraiment confrontation, des scènes de dispute, des scènes. La première image que j'ai faite, c'est dans un champ, c'est un Palestinien qui tend le doigt vers un colon et qui l'accuse d'avoir volé sa terre, etc. Et ce colon, lui, tend le doigt vers le ciel en disant en fait c'est Dieu. Donc cette impossibilité du dialogue avec un soldat qui est sur le côté, mais en fait qui regarde et qui ne défend absolument pas, qui est solidaire avec les colons. Oui, on sait bien que l'armée elle-même, elle a armé même les colons et que c'est vraiment beaucoup plus violent même que ce que tu as représenté souvent. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, en même temps c'était un défi parce que faut vous imaginer que la Casa, c'est la représentation de la France en Espagne. Alors en Espagne, la cause palestinienne est beaucoup plus défendue et tient vraiment à cœur des habitants de Madrid, qui eux étaient très sensibles. Par contre, c'est la France en Espagne, donc il fallait trouver aussi une façon de faire exister ce projet, avec toutes les difficultés d'être dans une institution étatique. Mais ça reste quand même du coup un projet vraiment, vraiment politique et engagé, et ça, c'est quand même super que tu aies pu le réaliser, quoi. Oui, alors, pour être 100% honnête, j'y croyais pas du tout. Quand j'ai fait ma candidature, j'ai fait cette candidature parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai été convaincue que ces dispositifs muséaux de puzzle d'images étaient vraiment adaptés pour raconter cette histoire contemporaine. En revanche, après avoir envoyé ma candidature, je me suis dit, mais Alice, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es complètement folle, ça ne marche pas. Mais c'est ça qu'on aime chez toi, Alice. Parfois, je vais trop loin. Et d'ailleurs, j'avais rencontré
Je crois que je l'avais raconté dans la précédente émission. Une des conservatrices, enfin régisseuses du musée de la Palestine qui est en dépôt à l'Institut du monde arabe et qui m'avait dit mais en ce moment le musée de la Palestine n'a pas le droit d'exister. Parce qu'il y a eu le 7 octobre, nous, on est voués au silence, nos collections sont menacées, on ne peut rien en faire, on est en dépôt, on attend que le temps passe et on est inquiet aussi parce que forcément, on ne sait même pas si le musée continuera à exister puisque si jamais la Palestine n'existe plus, ce musée n'existera plus, c'est dans la charte même de son fonctionnement. Et elle m'avait dit, mais Alice, tu es bien utopiste, ça ne marchera pas. Et en fait, si, parce que la Casa, et ça c'est très fort, je trouve, a une longue histoire de soutien d'artistes syriens notamment, mais aussi palestiniens, qui sont accueillis. En ce moment même, il y a une chercheuse gazaoui qui a été accueillie à la Casa, et je trouve que c'est un engagement fort pour une institution qui est quand même une institution... Souvent, ce genre d'institution ne se mouille pas trop. Et en fait, eux, ils ont vraiment cette ligne qui est insufflée par la directrice et qui est à saluer. Et donc là, tout le travail que tu as fait à la Casa et que je peux voir là avec les images et les plaques, tu vas pouvoir le présenter. Tu m'as dit en fin de résidence. Et ça veut dire qu'on pourra venir et manipuler les plaques. Oui. Ça sera possible, ça. Ça a été le cas déjà à ma restitution de fin de résidence à la Casa. Mais bon, j'étais à Madrid, voilà. Forcément, c'était limité. J'ai réinstallé le projet ici parce que je voulais que le public parisien puisse venir aussi et réitérer l'expérience dans l'idée qu'un jour, je souhaiterais qu'il soit vu, non pas dans mon atelier, mais vraiment dans un lieu où les portes sont ouvertes tout le temps et... où cette question puisse être abordée. Je cherche encore, mais je vais trouver. Après, le choix de le présenter, c'était aussi parce que, à une semaine de décalage, je suis partie de la Casa, revenue à Paris, et je suis arrivée à Belleville. Donc forcément, les chapitres ne se ferment pas aussi vite, et ce projet, il m'habitait encore. J'avais tous ces problèmes d'oxydation. Vous pouvez imaginer que j'étais à Madrid, l'année où il a plu pendant 2 mois. Tout le monde me disait mais on n'a jamais vu ça. J'avais des petites grand-mères qui me disaient mais moi j'ai 80 ans, jamais dans ma vie j'ai vu 2 mois de pluie. Et bon, je pense que les sols en avaient besoin. Après ils en ont eu un peu trop, mais au début c'était vraiment accueilli comme un soulagement parce que l'agriculture souffre de cette sécheresse permanente. Et en revanche ça a été très très long et mes plaques commençaient à toutes rouiller, s'oxyder, etc. Et c'était pas ce que je voulais que les images brillent, au contraire, et gardent ce côté solennel du cuivre. Voilà, elles sont absolument magnifiques, tes plaques. Merci. Mais ça a été un défi technique, parce que quand je suis arrivée ici, j'en ai déverni, j'ai enlevé l'encre d'une bonne partie qui s'abîmait trop, et j'ai reposé tous les vernis, et ici, comme l'hydrométrie est quand même plus stable, pour le moment, elles tiennent le coup. Mais ce principe de l'oxydation, il m'intéressait et pendant ma résidence, j'étais suivie par une curatrice et commissaire qui s'appelle Aurélie Barnier. Et je me souviens qu'un jour, elle m'avait dit « Ah oui, je comprends bien, l'oxydation, c'est un problème. » Je lui disais à Aurélie « J'en peux plus, il y a du verre qui apparaît, une espèce de mousse, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève et tout, mais ça réapparaît, etc. » Parce que c'est très long de dévernir une plaque, il faut mettre ça dans des produits super chimiques. Ça me faisait peur parce que tous ces cailles, etc. Bon, on récupère à la fin, mais sur le coup, c'est la panique. Moi, je ressortais complètement déconfite. J'allais dans la cuisine avec les chercheuses qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ma plaque ont rouillé. C'était la fin du monde. Et Aurélie me disait mais tu sais, ok, je comprends que tu veux pas l'eau d'oxydation pour ce projet, mais c'est intéressant l'image qui disparaît. Et ça, c'est resté dans ma tête. Puis quand je suis arrivée ici, je me suis dit bon. Ok, j'ai parlé de la Cisjordanie, j'ai pas parlé de Gaza parce que j'étais pas prête, parce que c'était trop compliqué, mais là je peux plus. Là j'ai besoin de parler de ce qui se passe à Gaza et l'oxydation, en fait la disparition des images, c'est une métaphore matérielle et sur l'image de la disparition d'une population, de la disparition de la vie. Donc je vais m'emparer de ce processus, puisque mes plaques rouillent, et bien très bien qu'elles rouillent, qu'elles s'oxydent, je vais même tout faire pour qu'elles s'oxydent, avec cette idée de représenter une vie
banale, la vie de Gaza. Alors oui, une vie sous blocus, mais c'était une vie où la population cultivait, allait à la mer, s'occupait de son histoire, de son territoire, de les ses enfants allaient à monuments. l'école, il y avait des À hôpitaux. l'école, on accouchait, enfin voilà, on vivait malgré tout. Et c'était un combat, mais c'était un combat de tous les jours. Et il y avait une certaine banalité de vie aussi. Et tout ça, ça n'existe plus, puisque ça a été anéanti. Et comment on peut représenter la disparition de cette vie? Donc j'ai décidé de faire de nouvelles images, qui sont aussi sur ces plaques avec un demi-cercle, un peu comme les retables, parce que forcément, je suis encore dans cette obsession retable. Peut-être que ça passera plus tard, mais pour le moment, je suis en plein dedans. Et donc je fais ces images, je les imprime. Cette fois-ci, je les imprime sur un papier fin, parce que je trouvais que ça n'avait pas trop de sens de faire des images sur le Gaza et d'imprimer ça sur un beau papier de gravure de 300 grammes, etc. Donc au contraire, j'utilise des papiers japonais, asiatiques, qui normalement sont des papiers qu'on maroufle. Oui, les graveurs les utilisent, mais ils les encollent et après ils impriment sur du beau papier de gravure. Moi, en revanche, je ne l'encolle pas, je le découpe à la forme de la plaque et ensuite je le détache et je le fais sécher. Ça fait une feuille très fragile, un peu comme du papier de cigarette ou un truc comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes tirages, j'encre ma plaque, et ce que je faisais aussi à la Casa, mais au lieu de mettre un vernis transparent qui la maintient, je mets de l'ammoniac et du vinaigre et du sel dessus. Et donc ça fait cette mousse, enfin cette espèce d'oxydation bleue que je fige et qui fait qu'une partie de l'image se voit encore, mais une autre partie est envahie par l'oxydation et disparaît. Elle est en dessous, mais en fait elle a été détruite aussi. Et ça c'est une partie du travail sur les plaques. Et en même temps je travaille aussi sur les tirages avec l'idée de comment faire disparaître ces tirages. Donc j'ai décidé de couler de la résine et de les ensevelir sous des débris de construction. Donc je suis allée dans le quartier, j'ai ramassé dans les sacs de construction. Dans ce quartier, c'est pas mal, il y en a partout. Donc voilà, je me sers, je prends les gravats et je coule de la résine sur les gravats. Et ce que j'obtiens, c'est une image qui est un peu recto-verso. Parce que d'un côté, on voit tous ces gravats et on voit rien. On voit rien. On voit des bribes de choses. On voit des bribes de mains, un corps, etc. Mais quand on retourne la pièce, des pièces qui sont visibles à la lumière, parce que c'est sur du verre aussi, puis la résine c'est transparent, on retrouve l'image. Et donc cette idée de la disparition et de la trace aussi qu'on peut avoir à la fois sur les plaques et à la fois sur les tirages. Ouais, j'ai devant moi, là, je vois 2 plaques bien oxydées, justement, qui restent magnifiques aussi comme ça, d'ailleurs. C'est un défi parce que la deuxième, celle de l'archéologue, je l'ai oxydée une première fois, puis en fait, j'en ai foutu partout, donc elle était bleue, mais on voyait rien de rien. Alors, je me suis dit, non, quand même, il faut bien travailler de gravure. Je dis, le but, c'est qu'on la voit pas. Et c'est un défi pour le créateur, la créatrice, parce que détruire ce qu'on fait, c'est toujours très compliqué. Mais bon, quand même, il fallait qu'on voit un petit peu. Donc j'ai recommencé le processus et je me suis retrouvée à refaire la même chose que je faisais à la Casa, c'est-à-dire dévernir, passer dans la soude, récupérer une plaque toute belle, mais cette fois-ci pour réoxyder. Et donc maintenant, j'ai, je pense, la combine, un spray, une éponge, un petit mouchoir et je fais ça à l'extérieur et parfois je vois les autres résidents, les autres résidentes qui passent, qui me regardent un peu bizarrement dans mes tambouilles. Ouais. Mais justement, c'est ça que tu me montrais, là, ce que tu as fait justement avec ces petits bouts de gravier. Tu me disais que tu n'avais pas travaillé la résine, que tu te lances là-dedans. C'est passionnant quand même d'un coup d'avoir de nouveaux matériaux, comment je vais faire. C'est un défi parce que ici, dans les résidents, beaucoup viennent des Beaux-Arts. Et donc, ils ont une pratique beaucoup plus expérimentale depuis longtemps. Et en arrivant ici, on dit toujours une résidence, ça influe sur un travail. Moi, je n'avais pas encore bien compris ce que ça voulait dire. Mais en fait, je me suis dit que je n'allais pas continuer un travail des stands classiques. Il fallait, avec mon sujet et avec le lieu que j'avais, c'était le moment d'expérimenter. Ça fait très peur, hein. Ça fait très peur parce que les temps est court. C'est une résidence de 3 mois. La restitution, elle est au bout de 2 mois et 3 semaines. Puis moi, je revenais seulement d'Espagne, donc être plongée dans un nouveau lieu sans sas de décompression, de remise à zéro, c'était vraiment intense. Mais voilà, c'est une expérience entière et c'est une sortie de ma zone de confort. Et je crois que
je suis contente de le faire. Ouais. Ben moi, pour ce que j'en ai vu, je trouve ça assez extraordinaire justement d'arriver à se plonger dans cette histoire de Gaza qui va disparaître. Enfin, voilà. Et la question que tu te posais encore, c'est comment j'ai exactement les présenter. Mais bon, ce sera des surprises quand on pourra bien voir ton travail. C'est bien sûr, aussi de garder des secrets. La restitution, c'est le 19 juin. Faut imaginer que c'est une restitution en 2 parties. À la fois, tous les ateliers des artistes sont ouverts. Les résidents temporaires de 6 et 3 mois. Il y a un peu moins d'une dizaine de résidents de 6 mois et 3 résidents de 3 mois. En tout cas, 2 sessions de 3 résidents de 3 mois. Donc en tout, il y a 16 artistes qui exposent en même temps. Et au fond de la villa, il y a un espace qui s'appelle l'usine. C'est un espace collectif qui est géré par des coordinateurs et des coordinatrices qui ont tous une spécialité. Il y a 2 céramistes, 2 graveurs, un sérigraphe, 2 créateurs volume, un ébéniste. Et ils gèrent ces espaces où les résidents temporaires ont le droit d'aller. C'est aussi leur atelier. Donc dans cet espace-là, eux ne montrent pas leur travail, parce que c'est vraiment la restitution de fin de résidence, mais sont installés des espèces de murs sur roulettes qu'ils appellent les polyvalents. Je trouve ça marrant comme moi. Et les polyvalents construisent une petite pièce de mur blanc dans lequel tous les artistes en résidence vont amener une pièce. Et donc il y a à la fois l'expo dans les ateliers et l'expo collective, avec aussi une volonté d'amener des jeunes critiques d'art à écrire sur le travail des jeunes artistes. Et cette année, c'est Mathilde Cassan, qui est une jeune... qu'elle est diplômée... alors là, j'espère ne pas me tromper, mais je suis sûre qu'elle a fait l'école des hautes études en sciences sociales, et en même temps, elle a fait un parcours de curation aux Beaux-Arts, si je ne me trompe pas. Et elle vient rencontrer chacun pendant 2 heures afin de produire un texte qui ensuite alimente le travail de l'artiste, et qui est un texte qui reste et qui peut être utilisé après dans des catalogues futurs. Ou voilà. Donc Et toi, tu sais déjà ce que tu vas exposer dans ce lieu collectif? C'est une bonne question. Je suis pas sûre. Parce que donc, dans le lieu collectif, c'est une seule pièce. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Parce que ton travail n'est pas qu'une seule pièce. Quoi. Voilà. Et je pense que toutes les expérimentations sur les plaques et ces tirages-là, graviers, ça n'a pas trop de sens de les fragmenter. Et en plus de les enlever du projet sur la Cisjordanie, pour moi, c'est un tout. Donc, à voir encore. Qu'est-ce que j'y mets? Ce sera la surprise. Écoute Alice, bonne réflexion. En tout cas, on a confiance en toi, il n'y a pas de souci. On est complètement séduit par ton travail. Donc merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, du temps que tu m'as accordé. Merci à toi, et toujours un plaisir. À bientôt Alice, au revoir.
les expositions. Alors j'ai découvert à Montreuil une exposition très intéressante qui s'appelle Quel travail, et en fait qui propose des dessins du peintre américain Charles Pollock. Charles Pollock est le frère aîné de Jackson Pollock, alors lui est beaucoup moins connu. Et Charles Pollock en fait est allé en France dans les années 70, il s'est tourné vers les travailleurs et il a réalisé des portraits des vaincus de l'ère industrielle, comme on dit, et dont il n'est bien sûr jamais question dans la grande success story américaine. Donc il y a quelques portraits, là, peut-être une vingtaine de dessins qui sont exposés. C'est vraiment un très très bon travail. Comme le centre Tignoux est un centre d'art contemporain, dans d'autres salles, il y a des photographies de Jean-Louis Sculporf qui sont des photos, des portraits de travailleurs qui ont chacun choisi quelle pose ils allaient adopter face à leur outil de travail, que ce soit dans le textile, la chimie ou l'électronique. Et il y a aussi Béatrice Duport qui, elle, a travaillé sur des pièces qui sont comme des ready-made, donc qui sont issues d'un monde industriel de Picardie ou du Mali, qu'elle a transformé. Et il y a Pauline Pastry qui, elle, évoque les soirées ouvrières qui étaient précurseurs des universités populaires et qui rappellent la vitalité du monde ouvrier qui s'est développé à Montreuil à la fin du 19e siècle avec ses manifestations politiques et culturelles. Parce qu'on sait que Montreuil, effectivement, il y avait énormément d'usines un peu partout. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien. Il y a également une exposition qui s'appelle Fil et Filiation, qui est c'est 16 créateurs textiles entre mémoire et transmission. C'est rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est intéressant d'aller voir. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui travaille sur ces matières de fil, justement. Donc, il y a des œuvres contemporaines qui sont explicitées, des femmes qui retravaillent. D'ailleurs, il y a juste un homme dans cette exposition, mais il y a de belles pièces. Il y a juste un travail qui m'a un petit peu choqué, le travail justement d'Antonin Mongin, qui lui a récupéré des dons capillaires et a tissé les cheveux avec une trame. Il y a une trame en chanvre et il y a la fille après qui est tramée avec des cheveux. Et il y a rien sur son travail. Et moi, j'avoue que je peux pas. Pour moi, ça me fait trop penser effectivement à ce qui s'est passé pendant les camps. Et justement, j'en ai parlé avec Alice après quand je l'ai eu au téléphone. Et elle connaît Antonin parce qu'elle l'a croisé à plusieurs reprises. Et effectivement, comme moi, elle est un petit peu choquée que personne ne l'interpelle sur ce travail-là, enfin sur le lien que ça fait avec ces camps de concentration, quoi. C'est très surprenant. Apparemment, lui évolue très bien dans le monde de la mode. Il travaille pour Dior. Enfin, et personne n'a l'air de remettre en question ou de questionner sur ce travail, quoi. Voilà. Sinon, dans les autres expositions, Daniel Cordier au musée de la Libération jusqu'au 13 juillet, Willy Ronis à Nogent-sur-Marne jusqu'au 31 juillet, Suzanne Valadon à Pompidou jusqu'au 26 mai, L'art dégénéré au musée Picasso jusqu'au 25 mai, Artemisia Gentileschi, héroïne de l'art, au musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août, Maximilien Luce, l'instinct du paysage au musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre, Christiane Krog, Peuple du Nord au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet, Gabrielle Münter, peindre sans détour au musée d'art moderne de Paris jusqu'au 24 août, Trésor caché de Gaza à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 novembre, Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme jusqu'au 31 août au musée Marmottan, Lucio Fanti, c'est à la galerie Kaléidoscope jusqu'au 19 juillet. Le culturel de la semaine. Robert a vu un documentaire sur un peintre expressionniste allemand, Karl Schmidt-Rottluff. Tout à fait, oui, qui m'a... Enfin, c'est un petit peu dans la veine du travail d'Émile Nolde. C'est pas du tout... Il n'y a rien qui peut faire penser, si vous voulez, à Gross ou Autodix. Non, c'est pas du tout cette veine. C'est plutôt dans presque abstrait la plupart du temps. C'est beaucoup de couleurs. C'est assez, comment dirais-je, grossier. Voilà, mais ça m'a quand même beaucoup intéressé. J'ai été assez... oui, c'est le genre de travail qui vous interroge, voilà, parce qu'on comprend difficilement, on rentre dedans difficilement, et on en ressort sans avoir vraiment compris quelque chose. Et moi, j'aime bien les boulots comme ça, parce que ça prend pas la tête, puisque on
on n'en tire pas vraiment des grandes conclusions, des grandes tirades, machin. Ça se ferme un peu, ça vous ferme le discours, quoi, voilà. Mais quand même, c'est découvrir que ce genre de personnage, ce genre de peintre a existé. Pour moi, c'est un chaînon manquant qui ne manque plus, puisque je l'ai découvert. Je crois qu'il a sa place entre Nold et d'autres peintres expressionnistes. Voilà, et c'est quand même une découverte un peu tardive, mais bon. Et quand il est né, j'étais loin de l'être, et quand il est mort, j'étais pas encore né. Voilà. Donc, non, c'est très très intéressant, et si je peux aller voir de visu son expo, j'irais bien. Ouais, un artiste dont on n'avait jamais entendu parler. Non. Voilà, il faut le reconnaître. Il y a des milliers d'artistes dont on n'a jamais entendu parler et qui sont pas si mauvais que ça. Hein. Voilà. Et nous, on a regardé justement aussi sur Arte Replay la semaine dernière ce documentaire sur les femmes peintres, les artistes femmes peintres expressionnistes abstraites. Je veux parler de Lee Krasner, d'Hélène Frankenthaler et de Johan Mitchell. Un très très bon doc là pour le coup. C'est pareil, qui revient sur leur boulot, leur parcours. Tout à fait. Sachant que Lee Krasner a une génération de différence avec Hélène Frankenthaler et Johan Mitchell. Quoi. Mais ça, c'est vraiment, vraiment un conseil. L'épouse de... Riopelle. Non. Ah, de Pollock. De Jackson Pollock, il faut dire, elle était quand même, avant que Pollock devienne célèbre, elle était très connue déjà comme peintre. Avec son mariage avec Pollock, elle a un peu disparu, évidemment. C'est classique pour les femmes peintres ou les femmes artistes qui sont un peu effacées par leurs bons hommes s'ils font le même boulot. Mais après que Pollock soit envoyé en l'air avec sa voiture, elle a repris, malgré l'immense chagrin que ça lui a causé, parce que elle aimait vraiment son mari et surtout aussi son travail, elle a repris le boulot et elle a terminé sa vie confortablement installée dans son travail. Voilà. Ouais, non, c'est très... Elle est très touchante, comme je trouve. Ouais. Et cette année, justement, il y a tout un focus qui est mis sur l'œuvre de Johan Mitchell. Donc, partout en France, il y aura des expositions. On va parler de son œuvre, sachant qu'elle a vécu justement à Véteuil, en Normandie, qui l'a beaucoup inspirée pour ses fleurs, ses tableaux assez chatoyants, quoi. Et je pense que malheureusement pour elle a fréquenté un autre peintre abstrait très connu à cette époque, Riopelle, un Canadien, qui picolait pas mal, tous les deux picolaient pas mal, mais lui plus qu'elle, et que le travail de Riopelle, à côté du travail de Johan Mitchell, est un peu lourdingue. Je trouve que elle arrive à aérer son travail, il y a une espèce de liberté, de légèreté et de couleurs éclatantes, de choses vibrantes, alors que chez Riopelle, c'est un peu lourdingue. Ouais. Voilà, alors sinon, moi j'ai lu La Tresse, un petit bouquin qui a déjà presque une dizaine d'années de Laetitia Colombani. Et ça m'a bouleversée. C'est le parcours de 3 femmes. On est dans 3 régions différentes, 3 lieux de vie complètement différents. On est au Canada avec une femme qui est prise par son travail, qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, qui se consacre uniquement à sa promotion, qui est avocate. On a une femme qui est indienne et qui voudrait que sa fille puisse enfin aller à l'école, qu'elle n'est pas une indienne intouchable. Donc elle voudrait que sa fille se sorte de cette condition de vie et voilà, qui va tout faire pour que cette petite fille n'ait pas la même vie que sa maman, qui a un métier absolument horrible, qui nettoie à main nue les toilettes sèches des brahmanes à côté. Et on a une troisième femme qui est Giulia, qui vit à Palerme, en Sicile, et qui travaille sur des cheveux, sur comment les Italiens beaucoup il y avait un métier comme ça où on récupérait des cheveux pour faire des perruques, enfin voilà, pour travailler les cheveux. Et voilà, on va suivre le parcours de ces 3 femmes qui toutes les 3 vont vont avoir des chocs dans leur vie et qu'on va retrouver ensemble à un moment donné, et c'est absolument magnifique. Donc c'est un bouquin que je conseillerais. Ça a été mis en BD et mis en film, et je pense que
rien que lire le livre, ça suffit. On a chacun ses images et on est vraiment bouleversé par ce petit roman, quoi. Voilà, j'ai vu aussi le film Ingeborg Bachmann de Margaret von Trotta qui raconte l'histoire. Alors, Ingeborg Bachmann est une poétesse autrichienne qui en France est méconnue, quasiment méconnue, alors qu'en Autriche elle est vraiment reconnue comme étant une des grandes dames poétesses, justement, qui a eu une liaison avec Max Pritsch, qui est un dramaturge aussi connu. Et donc ce film raconte comment s'est passée cette liaison, comment elle était toxique même pour les deux, en fait, comment elle va se sortir de cette liaison. Et on la voit justement, donc le film aussi entre sa guérison, où elle se retrouve dans le désert avec un jeune auteur beaucoup plus jeune, et elle va se rappeler ce qu'elle a vécu avec ce dramaturge. Et donc on aussi entre ces deux périodes, c'est un très beau film. Et Margaret von Trotta est une réalisatrice qui est née en 42, donc qui est vraiment qui porte la cause des femmes depuis très longtemps, qui a fait un film sur Hannah Arendt, sur Rosa Luxembourg, sur Hildegard von Bingen. Enfin, c'est quelqu'un qui a été actrice et réalisatrice, qui a vraiment du métier. Et là, donc, c'est son dernier film. Et l'actrice qui joue Ingeborg Bachmann est exceptionnelle d'émotion. Elle est vraiment parfaite dans ce qu'elle transmet de cette poétesse qui, en fait, va quand même mal, prend toujours des cachets. Enfin, voilà, mais c'est vraiment un très très beau film, quoi. Première rencontre. Salut les Amanches. Claude et André, la Bastille. Non, que dis-je, de la Nation. C'est pas tout à fait le même quartier. Même si c'est des parcours de manif. Hein? Ça reste des parcours de manif. Ouais. Ah bah oui. Hein? Bon. Claude et William, eux, ils sont de Brest, donc c'est pas tout à fait un parcours de manif parisien. Voilà. Je pense qu'ils ont arpenté les trottoirs parisiens pas mal d'années quand même, avant de partir à Brest. Militants syndicaux, je pense. Ouais. Ils auraient pu aller peut-être plus au nord, quoi, parce que bon, Brest, c'est quand même plus proche de la Côte d'Azur, hein. À ce qu'on dit, je suis pas certain que ça soit la vérité. Jean-Paul Souvraz, un immense peintre, un barbouilleur, mais de génie, de Coudekerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Un pote, un humaniste, en plus que, pour un peintre c'est rare. Hein. Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Cou et son compagnon Laurent, dont on salue la personne. Là, c'est fait, le devoir accompli, l'esprit apaisé. Je passe à Corinne, un Emmanuel et Frédéric, un petit trio d'artistes bien sympatoches. Corinne tapissière, un Emmanuel plasticienne et Frédéric qui concocte des petites aquarelles très sympathiques. Juliette Plante, une graveuse de génie, en relégation à Rochefort-sur-Mer. Oh, c'est une relégation quand même. Ah, c'est sympathique. Rochefort-sur-Mer, c'est au bord de la mer, déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Qui ouvre son atelier pour les gens qui aimeraient ou qui veulent apprendre la gravure. Et avec un maître d'atelier comme Juliette, vous êtes en bonne main. Ah, évidemment, il faut payer. C'est le moins rigolo de l'affaire. Bah, enfin bon. Tout travail mérite salaire, hein, comme on dit chez les vieux. Sophie Villoutraix-Brageux, une graveuse aussi, c'est la série des graveurs, voilà, dont on aime le personnage et le travail aussi. Clément, encore un graveur, le Van Gogh de la taille d'épagne, le roi de la gouge, un phénomène, voilà. Salut Clément, on t'aime. Agnès Dubart, une graveuse aussi, encore, en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation dans l'Ariège, après être partie de Lille, où on l'a connue. Thierry Morceau, oh, dis donc, encore un graveur, mais bruxellois, cette fois on est un peu international, ouais. Voilà, qu'on l'a connu à Saint-Maur, à une biennale de la gravure, dont il avait remporté le premier prix. Alice Amoroso, qui nous revient de la Casa Velasquez, c'est à Madrid, alors, chez les Pingouins, voilà, 3 mois là-bas, elle est revenue toute bronzée,
Non, parce qu'il a plu pendant 2 mois, me dit ma camarade. Bon, d'accord, et pas complètement bronzé. Mais enfin, elle a fait un travail démentiel que m'a montré ma camarade. Et je crois qu'elle n'a pas trop quitté son atelier non plus, elle a fait que travailler. Ouais. Oui, parce que pour faire tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas dû quitter son atelier très souvent, effectivement. Oui, mais c'est une bosseuse en plus, hein, voilà. C'est invraisemblable parce que, vu son gabarit, je me demande où elle trouve les ressources pour bosser comme ça. Enfin, j'en connais une autre qui n'a pas un gabarit beaucoup plus important, c'est pareil. Bon, elle est en face de moi, là, en ce moment, en train de bouquiner un truc publicitaire, bon. Raoul Viloula, un graveur aussi. Non mais, là, je crois que ça s'arrête là. Hein. Raoul Viloula, un graveur à peu près de la même génération que Alice, qui peint aussi et qui grave et relie ses gravures en des bouquins avec des couvrants sympas. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres et plasticiens. Malheureusement, Colette a été rejoint d'Odon, son plasticien de mari, dans les plaines fleuries de Manitou, et Jacqueline, on n'a pas de nouvelles, donc on ne peut pas vous en donner. Mais Jacqueline aussi, qui est mariée à Raymond Imbert, qui lui a pris le trimar à 54 ans, assez jeune quand même, voilà. Liliane et Laurence, deux autrices de polar, reste Laurence, Liliane a mis les bouts, pareil, a pris le trimar, comme Colette, comme pas mal de nos copains, voilà. Il reste Laurence qui continue, qui a publié, qui a remis à son éditeur son dernier bouquin, qui sera publié dans à peu près 11 ou 12 mois. Il faut dire que les éditeurs sont pas pressés. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui l'a glissé aussi, là, c'est l'hécatombe dans nos relations. La Rose flamboyante, elle est bien vivante toujours, elle qui anime 3 émissions sur une radio ONI, en direction des enfants et de leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 mai de la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu. Tout ça à Bourg-Marlotte, ils ont de la chance à Bourg-Marlotte. Dominique Paula-Dardon, une galeriste, hélas, aujourd'hui disparue, qu'on aimait beaucoup et dont on chérit les souvenirs. Sa maman aussi est partie se balader quelque part au ciel. Voilà. Thérèse Franco, 2 galéristes, la mère et la fille, qui ont fait un petit peu bouger les lignes de l'art à Paris. On a bien besoin parce que c'est plus la capitale mondiale de l'art. Hein. C'était remplacé depuis un bout de temps par New York. Antoine Mallory de Padam Swing. Il arrive en courant derrière. Voilà. C'est un pote musicose de ma camarade. Pelchakou, un petit trio de swingers. Et Anna Sinoratska, une peintre polonaise, fabuleuse, peintre polonaise, comme savent l'être les peintres polonais, ou d'Europe centrale, plus généralement. L'émission est à l'écoute sur le blog aracueil.fr. On se finit avec Faut vivre de Ménus Paul. Salut! Salut copines, salut copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre.
Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on nous un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.